Messieurs les secrétaires perpétuels, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un honneur pour moi de présenter ce soir, dans le cadre des conférences du Collège Belgique, le professeur Bernard Dan. Bernard Dan, que je connais depuis de nombreuses années, que j'apprécie énormément, et qui va nous parler du cerveau. Permettez-moi de faire une petite remarque et de dire ma satisfaction et mon plaisir de voir autant de personnes intéressées par le cerveau. Je ne sais pas si la prostate aurait autant de succès, mais c'est un sujet qui sera peut-être mis à l'ordre du jour d'une prochaine conférence. En attendant, nous allons parler du cerveau avec Bernard Dan. Bernard Dan est professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles, où il enseigne la neurophysiologie, la neurobiologie et la neurologie dans les facultés de médecine, des sciences de la motricité, de psychologie et des sciences de l'éducation. Ça fait beaucoup, mais c'est un homme polyvalent. Il dirige la clinique de neurologie à l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. Je ne vais pas vous lire tout son curriculum, mais je vais me concentrer sur les points essentiels, parce que c'est lui que vous êtes venu écouter, pas moi. Mais il faut quand même que vous sachiez qui il est. Donc, docteur en médecine de l'ULB, neurologue, spécialisé en neurologie pédiatrique et en réadaptation fonctionnelle. Il a également fait un master en management des institutions de soins et de santé. Il a été nommé professeur ordinaire à l'ULB en 2009 et il a enseigné dans plusieurs universités étrangères. Parmi ses divers titres et distinctions, il a obtenu de nombreux prix, des prix de l'Académie royale de médecine de Belgique. Il a reçu des prix étrangers, mais, élément peut-être rare pour un concitoyen, j'ai vu qu'il est membre de la task force du NIH consacrée aux troubles moteurs de l'enfance. Je ne pense pas que beaucoup de Belges occupent une telle position. Il a participé aussi en tant que membre invité aux travaux de la commission éthique et fin de vie de l'Académie royale de médecine de Belgique sur la fin de vie de l'enfant. C'est donc quelqu'un qui a une ouverture extrêmement large et pas seulement confinée à la médecine. Parmi les prix, je vous ai dit qu'il en a reçu beaucoup, mais en particulier, il a reçu le John Stobbe Pricer Award, qui est la distinction internationale la plus élevée en neurologie pédiatrique décernée par l'International Child Neurology Association à un jeune neuropédiatre ayant contribué de manière remarquable à la recherche clinique et fondamentale. Et enfin, il a été The Lancet Pediatric Neurologist de l'année 2013. Il a écrit plus de 200 articles scientifiques. C'est donc quelqu'un de bien informé, de bien compétent, qui a aussi écrit des livres non scientifiques que je vous invite à lire, mais ce n'est pas le propos de ce soir. Ce soir, il va nous parler du développement du cerveau humain et je vois avec plaisir en tant que neurochirurgien que cette diapositive illustre une trépanation. Mon cher, je te passe la parole. Depuis vraiment très très longtemps, il y a 10 000 ans, ici on est dans le néolithique, et on sait que ces opérations n'étaient pas réalisées afin de tuer les gens, ou si oui, pas efficacement, puisqu'on voit des signes de cicatrisation. On ne sait pas quel sens ça pouvait avoir, mais on se dit que la boîte crânienne et ce qu'elle contient avait déjà une signification vraiment très très forte. Alors, pendant l'Antiquité et pendant longtemps dans le Moyen-Âge, on a eu dans à peu près toutes les cultures une approche du cerveau qui était teintée de mythologie, teintée de connotations mystiques, et dans beaucoup de cultures, une tension entre le cerveau et le cœur comme siège de l'intellect. Ici, nous voyons une toile de Roscoe qui illustre ces contours qui n'étaient pas très très nets, et la pensée occidentale en tout cas a pu s'appuyer
sur des contributions importantes. Et même si Hippocrate, qui est considéré comme un des pères de la médecine, situait l'intellect au niveau du cerveau, il était assez peu suivi, et il a été peu suivi par la suite, vu l'influence des idées d'Aristote, qui lui situait l'intellect et ce que nous appellerions la gestion des émotions actuellement au niveau du cœur, et c'est cette idée qui a prévalu pendant très longtemps. Alors, au niveau de l'Antiquité, il est évident, par les différents écrits qui nous sont parvenus, qu'on attribuait une série de fonctions au cerveau, notamment des fonctions motrices, donc pour bouger, mais aussi des fonctions sensitives pour plusieurs modalités de la manière de sentir le monde. Et déjà depuis l'époque d'Hippocrate, le raisonnement est dominé par l'idée que la structure des organes est liée à leur fonction. Et c'est ainsi qu'à l'époque de Galien, donc on est au IIe siècle de notre ère, en examinant des cerveaux de moutons, on fait le raisonnement qui veut que les hémisphères cérébraux étant relativement malléables, ils sont le siège logique des sensations. Alors que le cervelet, qui est beaucoup plus dense et qui est beaucoup plus dur au toucher, est interprété comme le siège de la motricité. Galien a aussi organisé tout un concept d'humeur qui est resté tout à fait à l'avant-plan dans la réflexion, certainement jusqu'au Moyen-Âge et bien au-delà jusqu'à la Renaissance. Et à la Renaissance, on commence à mettre en question le tabou de la dissection humaine. Je vous rappelle que Galien faisait des inférences à partir de cerveaux d'animaux. Il avait des connaissances cliniques sur le cerveau, notamment par l'observation de gladiateurs ou de guerriers blessés. Mais à partir du moment où, clandestinement, des gens comme Vézal font des dissections, ici vraisemblablement d'un condamné à mort, qui a été mis à mort, et ensuite disséqué, on voit une représentation où les ventricules, c'est-à-dire ces poches que nous avons dans notre cerveau et qui contiennent du liquide, les ventricules sont particulièrement bien soulignés. En effet, à l'époque, des gens comme Descartes imaginent, influencés par les théories des humeurs, que la portion liquidienne contenue au sein du cerveau dans ces enveloppes qui sont les ventricules ont un rôle direct dans le contrôle de nos actions. Et notamment, il décrit une hypothèse par rapport aux réflexes que nous appelons actuellement nociceptifs, aux réflexes que nous avons quand une stimulation risque de faire mal, risque de nous être nocive. Ce réflexe ici, vous voyez, provoqué par le feu échauffe des humeurs qui elles-mêmes entraînent donc un mouvement circulatoire particulier au niveau du ventricule qui, à son tour, on est aussi à une époque où les machines sont très importantes et on s'intéresse particulièrement à la mécanique, le sujet retire sa jambe. Des raisonnements similaires par la réaction oculomotrice suscitée par la vue d'un objet. Descartes a des idées mécanistes pour une série d'aptitudes, mais il pense que si ces aptitudes sont organisées chez l'humain comme elles peuvent l'être chez l'animal, il en va tout autrement d'aspects qui ne sont pas situés dans le cerveau, qui ne dépendent pas des ventricules, mais qui correspondent à l'âme, à l'inspiration divine. Et ces idées dualistes vont durer encore très très longtemps. Heureusement, la technologie progresse elle aussi
et permet de concevoir les choses autrement. Et notamment, les gens qui sont impliqués dans ce que nous appellerions aujourd'hui les neurosciences essayent de comprendre le fonctionnement du cerveau à partir d'observations qu'ils peuvent faire sur l'anatomie du cerveau. Ces gens sérieux se heurtent au succès de théories du docteur Gall qui propose une nouvelle science qui serait la phrénologie. Vous vous souvenez du raisonnement basé sur l'inférence de la fonction à partir de la structure. Le docteur Gall constate que notre crâne n'est pas régulier, mais présente une série de bosses et de fosses qu'il s'efforce de mesurer et de corréler à une série de caractéristiques, comme la bosse des maths qui se trouve quelque part, ou toutes sortes de caractéristiques qui sont pour la plupart morales, le flegme, etc. À l'époque, la réaction des milieux scientifiques est radicale. Et c'est le moment où on commence à pouvoir observer la structure du cortex cérébral, de l'écorce du cerveau. Et en réponse à Gall, on dit non, ce n'est pas possible. Cette structure semble assez homogène, la structure du cortex semble assez homogène sur toute la surface du cerveau. Il est donc beaucoup plus vraisemblable que la distribution des fonctions est elle aussi homogène. Et le débat est fortement animé et les gens impliqués dans les sciences mettent au point des expériences dont l'interprétation, nous le savons aujourd'hui, est erronée et qui tendent à soutenir cette idée d'une distribution homogène. Ce qui change la donne, c'est la clinique. C'est l'observation par un neurologue, Broca, sur un de ses patients qui a perdu l'usage du langage. Broca décrit finement ce patient et comme le neurologue de l'époque est fort impliqué, au-delà même de la vie du patient, quand le patient décède, il met à jour une lésion dans une zone du cerveau que nous appelons encore actuellement l'aire de Broca. Et Broca fait l'hypothèse que la perte de langage, que l'aphasie de ce patient est due à la perte de substance cérébrale à cet endroit précis. Alors, je vous dis que la technologie avance, mais les idées avancent aussi. Et notamment l'influence des théories évolutionnistes de Darwin. C'est-à-dire que le rôle que Darwin joue par rapport aux neurosciences va bien au-delà de ces descriptions qui restent tout à fait valables aujourd'hui d'expression physique des émotions et qui sont encore utilisées actuellement, non seulement dans l'enseignement, mais aussi dans la recherche, tant elles sont précises. Mais d'une manière plus générale, si l'on peut croire Darwin que l'homme est le résultat d'une évolution qui le place en ligne directe par rapport à des animaux, même des animaux fort simples, alors nous pourrions nous permettre d'étudier le système nerveux de ces animaux et d'en tirer des conclusions pertinentes pour l'être humain. Et ceci est une représentation de l'époque d'un cerveau, pas le cerveau de n'importe qui, le cerveau du grand mathématicien Gauss, et sur cette diapositive, il est présenté aussi avec le système nerveux d'une seiche et les expériences qui ont pu être faites sur les neurones, sur les cellules nerveuses de cette seiche et les enseignements dont nous bénéficions encore aujourd'hui sur le fonctionnement de nos propres neurones. Alors, si je vous parle de tout ça dans un exposé sur le développement du cerveau humain, c'est que pour le cerveau, comme pour d'autres aspects, paradoxalement peut-être, on a connu l'adulte avant de connaître l'enfant. Et nous disposons d'informations
extrêmement précises et bien documentées sur l'adulte, en tout cas beaucoup plus précises et documentées que les informations qui sont à notre disposition pour l'enfant. Il me semble donc important d'introduire nos réflexions par une présentation du développement humain de la notion de cerveau. Et cela continue grâce au progrès de la microscopie, et voici Deiters qui dessine des neurones qu'il a réussi à marquer. Et vous voyez donc que ce sont des cellules qui possèdent un noyau, et ces cellules ont des prolongements qui leur permettent d'être en communication les unes avec les autres et de partager ainsi de l'information. La connaissance cytoarchitectonique de l'architecture fine des cellules, de l'organisation des cellules au niveau du cerveau, a permis d'avancer encore dans la description de cet organe qu'on connaît de mieux en mieux au niveau anatomique. Et Brodmann propose une topographie, une carte du cerveau avec des aires qui sont bien identifiées, et notamment vous reconnaissez ici l'aire de Broca. Alors on a commencé cet exposé par un prédécesseur du baron Brocchi qui faisait des trépanations à l'âge du néolithique. Ici, un autre prédécesseur beaucoup plus récent, qui est le neurochirurgien canadien Wilbur Penfield, a été plus loin dans la réflexion fonctionnelle. Il s'est demandé jusqu'à quel point cette topographie qui correspond à une organisation de la structure du cerveau correspond en effet à la fonction. Donc il a convaincu des patients qui avaient besoin d'une intervention neurochirurgicale de se prêter à ces études. Alors vous savez peut-être que le cerveau est le seul organe qui n'est pas lui-même innervé. Il contient beaucoup de neurones, mais on ne peut pas sentir notre cerveau, on ne peut pas avoir mal au cerveau. Si on a mal à la tête, ça peut être dû aux enveloppes du cerveau ou à d'autres structures, mais pas directement le cerveau. Donc, il était assez raisonnable, dans un contexte opératoire bien mené, respectant les règles de l'asepsie, de réveiller des patients qui avaient le crâne ouvert pour leur opération et de stimuler des régions particulières. Et Penfield a ainsi dressé une cartographie fonctionnelle où il s'est rendu compte qu'il y a en fait pour beaucoup de ces parties une représentation de fonctions spécifiques du corps, notamment motrices, notamment sensorielles, mais aussi d'autres régions, des régions de terreur, des régions de plaisir, plusieurs représentations motrices qui correspondent à plusieurs aspects de la motricité, de la même manière plusieurs représentations sensorielles. Et pour avancer encore, puisque lui stimulait électriquement, avant les travaux de Penfield, on pouvait déjà enregistrer le cerveau. Voici parmi les tout premiers électroencéphalogrammes. Cette photographie date de 1934 et illustre une technique qui a été mise au point en 1929 et qui est pratiquée quotidiennement. J'ai analysé plusieurs tracés électroencéphalographiques aujourd'hui, et cette technique qui était au départ proposée pour la psychiatrie a surtout été utilisée en neurologie pour la détection et l'identification particulière d'anomalies neurologiques, notamment l'épilepsie. Mais l'électroencéphalographie est aussi utilisée pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, comme nous le voyons ici dans des expériences auxquelles j'ai eu l'occasion de collaborer avec le professeur Cheron, et vous ne reconnaissez pas ici le baron de Wynne, qui est dans la Station spatiale internationale, qui porte un casque d'électroencéphalographie. Nous avons déjà eu l'occasion d'analyser beaucoup des résultats, mais il y a une telle manne que nous n'avons pas fini. Il nous reste encore
du travail d'analyse. Mais aussi, on peut appliquer cette technique à l'enfant le plus petit. Vous voyez ici un nouveau-né qui a un montage d'électroencéphalographie avec 64 électrodes, c'est-à-dire beaucoup plus que celles que Berger utilisait dans les années 20, les années 30. Voici le tout premier enregistrement qui a été réalisé. Et vous voyez cette activité d'oscillation qui suggère une organisation du cerveau en réseau. Et nous avons actuellement des techniques d'analyse de ces activités oscillatoires. Ici, chez un bébé enregistré dans une couveuse à l'hôpital. Alors, j'avais une discussion la semaine passée avec Madame Valeriou sur l'imagerie et elle me rappelait un temps que je n'ai pas connu, qui est celui de la pneumoencéphalographie, qui consistait à injecter de l'air pour qu'il remplisse ces cavités dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les ventricules, afin de visualiser le cerveau par défaut. L'imagerie a énormément évolué et dans les techniques les plus évoluées, comme celle de l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, de nouvelles techniques d'analyse permettent actuellement de calculer avec une haute probabilité des trajectoires de faisceaux qui sont des faisceaux, des prolongements des neurones et qu'on appelle de la tractographie. Alors on en arrive à une image qui est fort complexe et qui s'approche d'être fort complète de ce qu'on appelle, en utilisant le néologisme, connectome, c'est-à-dire la carte générale du cerveau. Et on peut utiliser ces connexions avec des techniques mathématiques, ces techniques qui sont utilisées aussi par les physiciens et qui sont par ailleurs utilisées par les sociologues pour calculer les règles, ou à partir de règles, calculer la nature des relations entre les gens. Et on en arrive, en analysant le cerveau de cette manière, à une topologie de petits mondes qui montre qu'il y a une organisation qui est à la fois locale et globale du cerveau et que celle-ci peut fortement changer en fonction de l'activité dans laquelle le cerveau est impliqué. Et puis nous allons le voir aussi en fonction du développement. Mais tous ces progrès se heurtent à l'observation clinique quotidienne en neuropédiatrie. En médecine du développement, on ne retrouve pas une corrélation aussi nette et parfaite et commode entre des parties du cerveau qui seraient lésées et des fonctions qui seraient déficitaires. Une autre chose, c'est que pendant longtemps, et suite en particulier aux travaux de Penfield, on a pensé qu'une partie du cerveau correspondait à des zones silencieuses, des zones qui ne semblent pas associées à une activation fonctionnelle quand on les stimule électriquement. Les hypothèses étaient que notre cerveau est le résultat d'une longue évolution et qu'au fil de cette évolution, nous avons été entraînés à conserver des parties de système nerveux que nous n'utilisons pas. Ces notions-là sont mises en question. Elles sont mises en question et elles l'ont d'abord été par la réflexion sur le développement. Et les premiers à proposer une réflexion scientifique sur le développement de l'humain, tout en s'intéressant au développement du cerveau, correspondent au groupe qu'on a appelé après les maturationnistes. Ce sont des chercheurs qui, dans les années 1940, dans les années 1950, ont observé de grands groupes d'enfants et ils ont cherché des compétences particulières. Ils se sont demandé à quel âge est-ce que l'enfant se met à faire ceci, à quel âge l'enfant se met à faire cela. Et sur la base de
de ces données, ils ont proposé une série de règles. Tout d'abord, ils se sont dit que la motricité de l'enfant, ou d'une manière même plus générale, les comportements de l'enfant, semblent être fort déterminés par des réflexes dès leur naissance. Et que ces réflexes semblent être innés. Ils disaient à l'époque génétiquement programmés, avec une connotation qui n'a pas la force de celle que nous utiliserions quand nous parlons de génétique. Ils disaient des réflexes archaïques font partie de notre bagage et ces réflexes, nous les portons en héritage depuis le début de l'évolution. Selon les maturationnistes, notre développement humain propose de rejouer le développement des espèces, le développement phylogénique. Ils ont aussi proposé la notion de borne de développement. Par exemple, l'âge auquel un enfant tient assis, l'âge auquel un enfant tient debout. Ils ont remarqué que ces bornes s'enchaînent avec un ordre qui est défini et qu'on ne peut pas dépasser. On ne peut pas commencer à tenir assis après seulement qu'on a pu marcher. Il se base sur l'idée d'une immaturité, qui est une donnée de base pour les maturationnistes, c'est-à-dire qu'elles considèrent que le cerveau de l'enfant est immature et qu'à partir d'un moment, donc graduellement il devient mature et à un moment il a atteint la maturité. Et la maturité pour les maturationnistes consiste à ce que le cerveau et les parties les plus supérieures du cortex cérébral prennent le pas sur cette activité réflexe qui elle-même est contrôlée par les parties inférieures du système nerveux. Dans leur idée, le développement est largement linéaire. Ce n'est pas ce qu'ils proclament, mais les approches, les théories suivantes, qui ont été non linéaires, se sont érigées par opposition au développement linéaire. Alors, ceci est caricatural parce que sur une image, j'ai voulu collectionner une série de réflexes et vous devez savoir que les maturationnistes ont regardé beaucoup plus d'aspects du comportement. Mais regardez par exemple ceci qui est la réaction de Moreau, qui est une réaction qu'on voit normalement suite à une stimulation inattendue, un grand bruit, un grand changement de position, une stimulation tactile inattendue, et on voit ce mouvement-ci. Et les maturationnistes ont même pu accrocher ce comportement à des comportements qui sont décrits chez d'autres animaux, notamment des primates, qui, face au danger, donc les mamans donc de beaucoup d'espèces de singes, stimulent leur bébé, qui fait comme ceci. Elle s'approche du bébé, le bébé s'accroche, et les voilà partis en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Alors, ici, vous voyez un réflexe, le réflexe asymétrique tonique du cou, qui est déterminé par la position de la tête. Cet enfant a la tête orientée de ce côté-ci, et bien du même côté le bras est tendu, de l'autre il est fléchi. Ici on a le réflexe d'agrippement auquel vous avez probablement joué, c'est difficile de s'en empêcher quand on voit un tout petit bébé. À la stimulation de la paume, l'enfant s'agrippe avec une telle force qu'on peut le soulever. On a aussi d'autres réflexes comme la marche automatique du nouveau-né, et cette marche automatique, on peut même la mettre en évidence. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en routine, mais ça a été fait pour la photo par Paper, la tête en bas, avec un questionnement scientifique qui était celui de savoir quelle est l'influence de l'organe de l'équilibre qui nous renseigne sur la position, sur ce réflexe. Alors, si on parle de maturation, il faut remonter très tôt dans la maturation de l'enfant, c'est-à-dire non pas à sa naissance, mais dès le moment de la conception. Alors on est à peine après la fécondation, on a déjà 8 cellules ici, et cet amas de cellules qui forment l'embryon
va grandir et bientôt cette boule va comporter une partie externe, la surface, une partie moyenne et puis une partie interne. La partie interne va donner naissance au tube digestif, la partie moyenne à la plupart des organes, la partie externe, vous pouvez deviner qu'elle va donner naissance à la peau. Mais une partie de ces cellules de la face externe de l'embryon vont se différencier et changer de forme en tant que population, se creuser d'une gouttière, former un tube, et c'est ce tube qui va donner naissance au système nerveux. Alors les processus sont assez bien connus et très strictement réglés suivant une chronologie rigoureuse. Et là aussi, il y a des étapes et on ne peut ni brûler des étapes ni revenir en arrière si une étape n'a pas été franchie. On a une prolifération importante des cellules nerveuses. Les cellules nerveuses migrent vers la surface. Toutes les cellules de notre cerveau migrent. Il n'y en a pas une qui sera fonctionnelle là où elle a été produite. Ce voyage est obligatoire et ces cellules viennent se placer à la surface du cerveau pour former le cortex en plusieurs couches. Et la giration, c'est-à-dire la formation des circonvolutions, s'explique par le très grand besoin de surface. Et si on replie la surface par la giration, eh bien, il y a de la place pour accepter toutes ces cellules qui formeront le cortex cérébral. Ceci, ce sont des images de résonance magnétique fétale. La synaptogénèse, ces messages, ces connexions qui s'établissent en grand nombre, de la même manière que la prolifération s'est faite en très très grand nombre. Et puis, une partie dont on a assez peu parlé, mais qui prend toute son importance et qui est extrêmement importante, qui est l'élimination. Une élimination de cellules, une élimination de connexions, et aussi un renforcement de certaines connexions, un affaiblissement d'autres, suivant des règles biochimiques, et ces règles sont déterminées par la génétique, mais ce ne sont que les règles qui sont déterminées. L'utilisation de ces règles dépend de l'expérience. Et au hasard, ces cellules sont actives tout à fait au hasard. Elles s'activent électriquement, comme elles sont connectées les unes aux autres, elles peuvent s'exciter ou faire l'inverse les unes aux autres, et on a donc des réseaux fonctionnels qui se créent. Et une des règles est que les neurones ou les connexions qui sont trop utilisées sont éliminées. Les neurones qui ne sont presque jamais utilisés ou les connexions qui ne sont presque jamais utilisées sont éliminées. Ces règles sont biochimiques, elles sont bien connues, elles sont complexes et nous n'allons pas entrer dans leur secret, si ce n'est de dire qu'une partie de ces règles a aussi un rôle à jouer dans le vieillissement et dans une série de pathologies cérébrales, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et beaucoup d'autres, mais aussi d'autres parties du corps, des maladies cardiaques, des maladies rénales, etc., qui sont les déterminants de la mort cellulaire. Les cellules, je disais, qui ne sont presque jamais utilisées, sont éliminées. Ça peut sembler logique. Si vous vous décidez à ranger votre bureau, que vous tombez sur une pile de documents et que vous regardez leur date et que vous trouvez là des documents qui datent de 2004, de 1994, de 1984, vous vous dites « je ne les ai pas utilisés depuis lors, il est peu probable que je les utilise prochainement, vous pouvez raisonnablement les jeter ». Pas si c'est 1894, ça prend une autre valeur. Les cellules qui sont trop utilisées, quelle serait la logique? On ne peut que l'inférer, on ne la connaît pas. Mais il semble raisonnable que des cellules d'information qui s'allument tout le temps ne portent en fait aucune information. Et qu'il vaut mieux avoir accès à une information nuancée. Pas tout le temps l'activité excitée d'une cellule. Voilà l'explication vraiment
simpliste, mais qui m'est accessible de ces règles. Alors si on regarde à quoi ressemble le cerveau tout au long de la grossesse, voici à 10 semaines, sur une grossesse qui menée à terme dure 40 semaines, vous voyez non seulement une croissance importante, mais aussi une complexité croissante. Alors, à partir de la deuxième ligne, dans nos pays, le bébé est viable. Ce fœtus, s'il naît, n'est plus un fœtus, c'est un nouveau-né. On appelle un grand prématuré, bien qu'il soit tout petit, âgé de 24 semaines d'âge gestationnel, de 26, de 28, etc. Tous ces cerveaux-ci sont des cerveaux d'enfants différents, de fœtus différents, et ce sont tous des mauvaises histoires. Sinon, on n'aurait pas le cerveau en dehors de son écrin pour nous le montrer sur une photographie. Mais l'aspect général du cerveau est celui-là pour tous les humains. Que ces humains soient dans la matrice ou qu'ils soient déjà nés. Alors, vous notez, je dis, une grande différence de taille. Cette différence de taille, par exemple, entre le cerveau observé à 30 semaines et à 40 semaines, n'est pas due à une prolifération des cellules. C'est le contraire. On a perdu des cellules entre ce moment-ci et ce moment-là, suivant les règles que je vous ai énoncées. Mais on a par contre multiplié les connexions, et c'est ça qui va donner une valeur très très importante à la structure du cerveau, qui aura des répercussions sur la fonction. Alors la notion de plasticité, qui est une modification de la structure en fonction de l'expérience, est une notion qu'on avait comprise en voyant la récupération que quelqu'un peut avoir après une lésion cérébrale. On se dit, si quelqu'un a perdu une fonction, comme ses neurones ne vont pas repousser, il aura réussi à modifier la structure de son cerveau, notamment la connectivité, pour compenser au moins partiellement la perte de cette fonction. Mais nous le savons maintenant, la plasticité n'est pas exceptionnelle. C'est la règle dans le développement. Et cette règle dépend donc des expériences vécues, c'est-à-dire de l'encodage d'activités de neurones différents qui sont actifs en même temps et pour lesquels nous donnons un sens à cette activité. Donc, des neurones différents sont actifs en même temps et le cerveau lui-même catégorise cette activité. Il la garde en mémoire avec une étiquette. Et cette étiquette, elle est mise a posteriori. C'est-à-dire que la même expérience peut prendre des sens différents, plus fins ou plus généraux. Et cette manière de faire détermine la structure fine de notre cerveau. Alors voici des travaux d'Utenlocher qui montrent qu'à la naissance, on a des neurones qui sont visibles dans le cortex cérébral avec des prolongements. Cette image ressemble au dessin de Deiters que nous voyions tout à l'heure du 19e siècle. Ce sont des vrais neurones marqués d'une manière histologique particulière. À l'âge de 6 ans, vous voyez que les connexions sont devenues beaucoup plus denses. À l'âge de 14 ans, elles sont beaucoup moins denses qu'à 6 ans. Et pourtant, elles sont beaucoup plus denses qu'à la naissance. Ceci est une illustration de la plasticité. Ce cerveau a fabriqué énormément de connexions, et parmi ces connexions, certaines ont été conservées, d'autres ont été éliminées. Il y a des règles biochimiques qui ne sont pas entièrement connues, mais qui sont de mieux en mieux connues, qui font passer de la plasticité fonctionnelle, qui est très rapide, qui est cette adaptation très rapide que vous êtes en train de faire en m'écoutant, à une consolidation qui, celle-là, va durer pendant très longtemps. Et on sait que pour ce passage, on a des périodes critiques,
et que les périodes précoces du développement sont particulièrement importantes. Et passé ces périodes critiques, on a beaucoup moins de possibilités de plasticité à long terme, de consolidation structurelle. Ici, une autre illustration. Vous voyez une partie de neurones avec ce qu'on appelle ici des épines dendritiques. Alors, il y a ici plus d'épines dendritiques qui ont toutes la même force, et puis, avec l'apprentissage, avec la communication, il y a un équilibre qui s'établit, tel qu'une série de ces épines ne sont plus utilisées pour former des connexions, d'autres se sont affaiblies, mais sont encore persistantes, enfin d'autres se sont renforcées. Alors, ce que nous savons aussi, c'est que la structure du cerveau, en tout cas chez l'animal, et on commence à avoir d'une manière indirecte des preuves chez l'humain, peut augmenter sa connectivité en fonction de son expérience. Ici, c'est un groupe d'expériences et il y a beaucoup de laboratoires actuellement qui sont impliqués là-dedans, dans ces expériences d'enrichissement de l'environnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour une souris de laboratoire d'avoir son environnement enrichi? Vous imaginez à quel point l'environnement habituel d'une souris de laboratoire est pauvre. Et là, on a mis une espèce de parc d'attractions dans sa cage. On a sacrifié ces animaux pour les biens de la science. Et on a vu qu'après passage dans un environnement enrichi, on a beaucoup plus d'épines dendritiques que si on n'a pas pu bénéficier de cet environnement enrichi. Ceci est vrai chez des souris banales, si j'ose dire, mais aussi chez des souris auxquelles on a fait subir des lésions en ne leur donnant pas assez d'oxygène. Donc ces souris au départ ont moins de connexions, mais même ces souris qui ont au départ moins de connexions que celles-là arrivent à fabriquer plus de connexions. Les implications pour la médecine humaine ne sont pas claires du tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas évident qu'organiser un parc d'attractions dans la chambre d'un enfant ou dans la classe d'un écolier améliorera la structure de son cerveau. On n'est pas sûr non plus que ceci est en soi une amélioration de la structure du cerveau. Au contraire, nous connaissons une série de pathologies humaines dans lesquelles il reste trop d'épines dendritiques et ça peut se manifester d'une manière fortement pathologique, comme par de l'autisme ou une déficience intellectuelle, une difficulté à gérer des informations. Mais ce que ceci montre, c'est qu'il est possible d'influencer la trajectoire du développement d'un cerveau individuel. Et on peut le faire en réalisant que le travail va principalement être fait en ce qui concerne l'affinement en enlevant, en inhibant, parfois en enlevant vraiment structurellement, à la manière de la plupart des techniques de sculpture et pas à la manière de la plupart des techniques de peinture où pour ajouter de la finesse, on rajouterait des touches de plus en plus fines. Donc cet aspect de contrôle en empêchant le trop-plein, en empêchant, en inhibant, a pris une importance considérable dans la manière de réfléchir au cerveau. La plasticité, je vous l'ai dit, est possible, et en fait elle est possible tout au long de la vie, mais pour certaines parties du cerveau et pour certaines fonctions, il y a des périodes critiques qui sont fort strictes. Mais ces périodes critiques, par exemple dans une partie du cerveau ici qui est l'hippocampe, qui est le lobe préfrontal, le cortex préfrontal dans le lobe frontal, la possibilité de plasticité est maximale à l'âge de 5 ans. Pour vous donner une idée d'un sujet de neurosciences dont on parle de plus en plus, c'est la région des neurones miroirs. C'est la région de l'activation d'une partie du cerveau quand nous voyons une activité.
et ça fait partie de notre projection dans ce que nous observons, une projection comme si nous le réalisions nous-mêmes, sans le réaliser. Eh bien, cette partie du cortex est particulièrement plastique à l'âge de 5 ans, alors qu'elle ne l'est plus au-delà de l'âge d'1 an chez les singes étudiés, ici des chimpanzés et des macaques. Ce sont des études d'expression de l'ARN messager impliqué dans l'expression de protéines de la plasticité. Nous arrivons ainsi à une notion qui va beaucoup plus loin que la notion des maturationnistes. Beaucoup des messages des maturationnistes restent entièrement valides. Et le développement est largement déterminé par la maturation biologique qui elle-même est déterminée par des facteurs génétiques et d'autres facteurs, notamment épigénétiques. Donc des facteurs biologiques avec lesquels il est très difficile de négocier, si je peux me permettre cette expression. Mais le développement, ce n'est pas que la maturation. Et tout l'intérêt d'y réfléchir, de voir comment on pourrait optimaliser le développement dans des situations où on voudrait le faire, est basé sur une compréhension du rôle de l'expérience, c'est-à-dire de la pratique et de la mise en sens de la pratique. Mais ceci ne suffit pas. Il existe encore des éléments que nous ne comprenons pas, et pour l'instant, on peut les appeler le hasard. Il est possible que dans ces éléments, dans l'avenir, nous comprendrons des éléments qui sont des éléments de maturation ou d'expérience, ou encore une autre dimension. Mais je pense qu'il est très vraisemblable que nous devrons nous adapter à une réflexion qui intègre le rôle du hasard. Les problèmes de développement ne sont donc pas, comme on a essayé de le croire et ça nous a paru commode, des problèmes de ralentissement du développement, un retard du développement qui serait rattrapable, comme un train qui emprunterait des rails qui est en retard et qui arrivera finalement, on l'espère, à destination en empruntant ces rails-là, ni un développement arrêté, comme on l'a parfois dit, un développement qui s'arrête à certains stades de développement qu'on a caractérisés sur la base des comportements observés, mais plutôt un développement alternatif qui est de fait individuel, mais la somme de ces individus nous permet d'aborder des normes alternatives. Donc une norme générale de développement, et par rapport à cette norme générale, des normes particulières en fonction de certaines pathologies du développement. Alors, nous voici avec Dali un détail d'une toile intitulée « La pêche au thon », et je pense que c'est un bon titre pour illustrer la complexité de cette réflexion sur le développement neurologique. On doit réaliser que cette complexité commence longtemps avant la naissance, comme suggéré dans cette pièce allemande médiévale, et que la naissance, si elle vient s'inscrire dans la continuité de la vie anténatale, donne en tout cas accès à des expériences qui deviennent beaucoup plus riches et notamment relationnelles, comme on le voit sur cette toile de Chagall, dans la relation, notamment du bébé avec sa maman, mais aussi cette fenêtre sur le monde. Et si on voulait raconter le développement de la première année de vie d'une manière rapide, on pourrait partir de là. On pourrait partir de ce nouveau-né humain qui ne peut pas tenir sa tête seul, qui est myope, qui voit le mieux à 30 cm, qui est justement la lumière entre ses yeux et les yeux de sa maman quand il est allaité, et cette puissance organisatrice de ces représentations, de cette expérience. La maturation qui le conduit progressivement à de mieux en mieux contrôler le redressement de sa tête, qui fait que vers l'âge de 2 mois, quand il peut tenir sa tête de manière autonome,
on va entendre les premières vocalises souvent qui ne sont pas des pleurs. Vers l'âge de 3-4 mois, quand cette fonction est arrivée jusqu'au niveau des épaules, les membres supérieurs, les bras, les mains vont être libérés pour que vers 4-5 mois, la manipulation émerge. Toujours en suivant ce raisonnement de progression grâce à la maturation du contrôle de l'axe, à 6 mois, cet enfant tiendrait assis, à 12 mois environ, à la fin de la première année, il pourrait tenir debout. Et ces réflexes, comme le réflexe d'agrippement ou le réflexe asymétrique tonique du cou, plutôt que disparaître, vont se trouver modulés, vont se trouver utilisés, affinés justement par ces inhibitions sélectives pour passer d'une préhension globale à une préhension très fine vers l'âge de 9 mois, qui a un sens. Cet enfant-ci ne peut pas inhiber son réflexe, il a une pathologie cérébrale, il a une infirmité motrice cérébrale. Mais son compatriote ici devient à ce moment-là le champion du monde de cette discipline où on doit tirer à l'arc juste après avoir skié. Et il réalise là non seulement le meilleur mouvement de sa vie, mais peut-être le meilleur mouvement du monde, non pas en ne tenant pas compte de ce réflexe, mais en le modulant, en le mettant à profit d'une manière très précise. Alors, voici ma fille, elle est quelque part dans la salle, mais on est plus de 20 ans plus tard. Quand elle a fait ses premiers pas, et cette représentation, un petit peu comme dans cette toile de Duchamp, le nu descendant l'escalier, représente donc sa tête, son cou, son dos, et sa jambe, sa cuisse, sa jambe, son pied. Voilà le tout premier pas que Nathania a fait. Je suis un peu ému. Le deuxième, le troisième. Mais quelques semaines plus tard, regardez la régularité. Alors elle a fait ses tout premiers pas et puis elle a conquis cette régularité en modulant ce réflexe qu'elle avait quand elle était nouveau-née. Et elle a utilisé des règles pour se simplifier la vie et ne plus devoir réfléchir à la manière dont elle tient son corps, dont elle avance. Ça lui est devenu presque aussi naturel que ça nous est devenu à nous, parce qu'elle a mis à profit des CPG, des Central Pattern Generators, des générateurs centraux de patterns qui produisent des activités automatisées, comme la respiration, comme la marche. Et ces activités sont organisées par des réseaux de neurones relativement simples que nous pouvons modéliser ici et même en identifier la trace sur un contrôle cérébral. Et ces neurones peuvent fonctionner pour eux-mêmes, mais aussi être informés de modifications de l'environnement. Si le sol est en descente, en montée, s'il y a du vent, etc., nous adaptons sans même y penser notre marche, notre respiration et d'autres comportements contrôlés par ces CPG que nous multiplions à partir d'un répertoire que nous avons depuis que nous étions des fœtus, mais aussi à partir d'un répertoire que nous créons. Nous fabriquons nos propres CPG. Alors, ceux pour le mouvement commencent déjà à se mettre en mouvement pendant la grossesse et on a eu longtemps la représentation du fœtus dans la position que nous appelons communément la position fœtale. Attention, cette position fœtale correspond à la seconde phase en flexion de la maturation posturale fœtale. Et cette image contemporaine de cette représentation de De Vinci est beaucoup plus fidèle à une réalité où on voit que ce fœtus bouge. Et on le voit maintenant par des techniques d'imagerie dont on ne disposait pas à la Renaissance. Et ces mouvements qu'on peut voir à l'âge de 10 semaines quand on ressemble à ça, sont des mouvements généraux du corps, mais aussi des hoquets ou des mouvements des membres, on bouge un petit peu la bouche d'une manière qui est très variée. Et à l'âge de 14 semaines, où on ressemble à ça à l'échographie, en plus de ces mouvements, on commence à avoir des mouvements respiratoires, alors qu'il n'y a pas d'air dans la matrice. Ce
Ce sont des mouvements respiratoires qui font bouger du liquide que nous n'utilisons pas pour la respiration. On porte la main au visage, on s'étire, on bâille. Mais cette période est indispensable au développement adéquat de nos structures pulmonaires, longtemps avant d'utiliser des poumons comme poumons, c'est-à-dire comme échangeurs de gaz. Donc on est dans une histoire où la structure entraîne la fonction qui elle-même modifie la structure. Alors, des mouvements généraux, on peut en observer aussi chez le nouveau-né. Et on voit ce bébé qui a été en fait filmé, mais on a extrait de ce film des photographies qui montrent des séquences assez variées de mouvements. Et on pense que, ce faisant, même si ces mouvements n'ont pas un but en eux-mêmes, si ces mouvements surviennent, si vous voulez, au hasard, ils permettent au système nerveux de ce bébé de calibrer les informations qu'il sent du mouvement et les informations qu'il envoie vers ses muscles pour bouger. Il fait une carte de correspondance entre ce qui vient vers son cerveau et ce qui part de son cerveau, et il calibre, et de fait, nous sommes beaucoup plus à l'aise dans un espace de travail qui est celui que nous avons balayé en tant que bébé, que aux marges de cet espace de travail, que nous connaissons aussi, mais moins. Et si nous le connaissons moins, ce n'est pas pour des raisons biomécaniques, nous sommes capables d'aller là, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas capables de finesse ici, mais nous avons l'expérience, nous avons une précision de nos cartes de GPS, si je peux me permettre cette analogie-là, dans les zones que nous avons explorées sans que ça ait un but en soi. C'est la même chose pour les mouvements des yeux. Et plus important que la vision à ce moment-là, c'est le regard, ou disons la direction du regard. Et nous savons que les mouvements des yeux déterminent la différenciation de certaines cellules de modulation de notre appareil qui traite les toutes premières informations visuelles dans le fond de l'œil. Alors, cette toile qui est originale ne devrait pas être présentée comme ça, mais plutôt en rouge, car la maturation permet au nouveau-né de voir plus précisément, avec une meilleure discrimination, le rouge avant d'autres couleurs. On peut dire que ce sont les règles génétiques de la maturation. Oui, voilà une belle hypothèse à laquelle je souscris entièrement. Et en même temps, je veux bien entendre une autre hypothèse qui est que c'est la seule couleur qu'il a pu voir. Le peu de lumière filtré par l'abdomen de sa maman, donc le peu de lumière qui est passé à travers ses muscles et surtout ses vaisseaux sanguins est rouge. Donc voilà le type d'hypothèse qu'on peut faire par rapport à l'émergence dans la maturation du rouge par rapport à d'autres couleurs. Mais bientôt, le regard nous permet de nous faire un référentiel visuel qui va nous servir à nous représenter le monde à notre mesure, c'est-à-dire à la mesure de notre expérience du monde et à planifier nos expériences dans le monde. Revenons à Broca. Nous savons que cette aire est impliquée dans la fonction verbale motrice, c'est pour ça que le patient avait une aphasie, mais nous savons maintenant aussi qu'elle a d'autres rôles, notamment la manipulation des faits complexes. Eh bien, cette manipulation et le langage répondent aussi à des périodes critiques. Et pour le langage, les voies sensorielles, la vision mais aussi l'audition, font beaucoup de synapses et puis éliminent une partie des synapses avant celles qui servent au langage directement, qui elles-mêmes ont ce processus avant celles qui sont impliquées dans les fonctions d'intelligence et de compréhension. J'avance un petit peu pour nous laisser le bon temps de l'échange. Je veux juste vous donner une autre illustration de cette mise en sens qui est a posteriori. C'est encore une hypothèse. Vers l'âge de 8 mois, l'enfant crée sa propre expérience d'un babillage, de répéter des syllabes comme mamama, bababa, etc. Ce pré-langage n'est pas un langage puisqu'il n'a pas de sens. Il aurait un sens si
on pouvait se mettre d'accord si la personne qui émet ce son pouvait se mettre d'accord avec la personne qui entend ce son. Et c'est ce qui s'est passé. Si nous avons des mots aussi complexes que mammifère, c'est vraisemblablement parce que les mamans romaines, quand elles passaient devant leurs enfants et qu'ils disaient « mama, mama », reconnaissaient qu'elles l'appelaient. Et par leur comportement réciproque, ce mot est devenu, ces sons sont devenus des mots, comme d'autres mots de bébé. Papa, bébé, bobo, etc. Caca, c'est parce que les mamans de la haute antiquité grecque, quand elles entendaient l'enfant dire caca, 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 pensaient directement à la forme neutre plurielle de kakos, les mauvaises choses. Alors, nous avons la possibilité aussi maintenant, et ces travaux ont été réalisés vraiment tout récemment, de voir des possibilités de discrimination entre des sons différents. Là, on a fait écouter à des tout petits bébés qui sont nés prématurés le son da en court ou le son da en long. Et on a vu que la trace électrophysiologique qui correspond à la manière dont cette information est gérée par le cerveau s'exprime différemment et se projette différemment. On peut aussi avoir ce type de réflexion par rapport à de la pathologie et se demander, par exemple, si on pouvait être capable de reconnaître des signes très précoces de l'autisme. Ça reste très hypothétique pour l'instant et à prendre avec des pincettes. Mais il y a des travaux qui sont réalisés en ce sens-là et j'y porte une petite responsabilité. Alors, une autre pathologie qui est extrêmement complexe et qui m'intéresse fort professionnellement, c'est l'infirmité motrice cérébrale, c'est-à-dire un trouble du développement qui se manifeste par des difficultés à organiser sa motricité à cause de lésions très précoces. Et on sait maintenant qu'on doit bien se concentrer sur les aspects qui ne sont pas moteurs. Par exemple, les sensations, la cognition, la communication, le comportement, et ainsi de suite. Et la complexité du raisonnement nous ramène à Dali et nous fait voir les choses d'au moins deux manières. Quand nous voyons quelqu'un qui a des problèmes de développement, nous savons qu'une partie de ces problèmes peut être due à des difficultés primaires, la cause des lésions, mais en même temps qu'une partie de ces problèmes, qu'il est parfois extrêmement difficile, voire impossible de distinguer des premières, est secondaire au répertoire limité d'expérience ou au répertoire alternatif d'expérience. Je finis par quelques messages de mangeurs de pommes de terre. Le développement, j'ai proposé cette équation un petit peu grossière, mais qui nous aide à nous orienter. La maturation plus l'expérience plus le hasard. La plasticité cérébrale commence dès la période fœtale et elle est plus importante au début de la vie, mais se poursuit toute la vie. La manière dont le développement cérébral s'organise produit trop de neurones. Et quand je dis trop, c'est-à-dire que nous en éliminons une partie et trop de synapses. Ce surplus est éliminé. La conséquence de ça, c'est qu'on fabrique son cerveau sur mesure, à la mesure de ses propres expériences, et que deux personnes qui auraient le même bagage génétique, les mêmes expériences, ou pas, le même bagage génétique, sculptent leur cerveau d'une manière qui leur est tout à fait propre et adaptée à leurs besoins, en tout cas pendant une période de leur vie. La norme, méfions-nous de la norme, il est important d'avoir une notion de la norme, mais pas comme une vision canonique idéalisée, c'est une notion statistique et relative. Et cette notion que je vous proposais de trajectoire de développement, qui en cas de pathologie de développement, correspondent à des trajectoires propres, alternatives, qui ne sont pas tronquées. Alors, je termine en remerciant mon université, l'ULB, l'hôpital où je travaille, l'hôpital des enfants, une série de structures, de fondations, de fonds qui m'ont permis
d'avoir une vie qui est assez épanouissante. Le FNRS, de nombreuses fondations, on a cité quelques prix, mais je voudrais épingler les 3 fondations qui nous ont aidés le plus récemment: la fondation Roger de Spoelberg, la fondation GED et le fonds Iris Recherche. On a vu quelques illustrations artistiques et j'ai cité le nom de mon ami, collaborateur et parrain de nombreux titres, Guy Choron. Eh bien, vous voyez qu'il a aussi une vision de la direction du regard, et c'est la toile qu'il a peinte en 1990. C'est la première fois, je pense, qu'elle est montrée en public. Je vous remercie.